Monsieur le docteur Emmanuel Serigan, au regard de votre cursus universitaire et professionnel, vous êtes indubitablement la personne la mieux indiquée pour nous entretenir sur le thème défis africains et mondialisation, éclairé par votre film. Comment l'Afrique finance-t-elle le développement de l'Occident? L'Afrique est un enjeu du XXIe siècle en raison de ses potentialités en ressources naturelles, énergétiques et humaines. Les acteurs extérieurs se multiplient et surtout évoluent au chevet des gouvernements africains. À côté des acteurs traditionnels comme la France, la Grande-Bretagne, apparaissent aujourd'hui des acteurs nouveaux comme la Chine, le Brésil, l'Inde, qui ont leurs intérêts à défendre sur le continent. Cette présence extérieure multiforme et si lourde de conséquences pour le développement de notre continent est-elle un véritable atout ou présente-t-elle une face cachée qui ne serait qu'une exploitation pour l'enrichissement de l'Occident, voire de l'Orient? Au-delà des idées reçues, on se demande à qui profite réellement cette ouverture. Peut-être peut-on même parler d'une nouvelle colonisation? Quel en est finalement le réel bénéfice pour l'Afrique? Monsieur le docteur, votre auditoire composé de 22 officiers supérieurs candidats au concours d'entrée dans les écoles de guerre étrangères et de plusieurs officiers supérieurs en garnison à Cotonou brûle d'impatience de vous écouter. Vous avez la parole. Je voudrais rappeler à votre attention des citations qui me tiennent à cœur. Il y a Patrice Lumumba qui a dit, et je cite, « Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. » Vous avez vu quelle a été sa fin. On en a encore besoin davantage de leaders qui tiennent un tel langage de fermeté, même le fusil sur la tempe. Un autre dira, aucun crime, aucune force, aucune manœuvre des criminels, colonialistes, agresseurs portugais ne saurait arrêter la marche de l'histoire. La marche irréversible des peuples de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert vers l'indépendance. Vous savez qui c'est? Amilcar Cabral. Un autre dira, Ernest Mandier, qui a été aussi exécuté au Cameroun. Il dit, et pour vous militaires, ça a du sens. Le sang du patriote est une semence du patriotisme. Je voudrais aussi rappeler Abbé Pierre, lui c'est un prêtre. Il dira ceci, il n'y a que les hommes pour tuer 1 million d'entre eux pour la victoire d'un chef. Des hommes qui ne se connaissent pas s'entretuent sur l'ordre de chefs qui se connaissent. S'entretuent sur l'ordre de chefs qui se connaissent et ne s'entretuent pas. Chefs qui signeront la paix en se serrant la main, un verre de champagne dans l'autre. Ça vous concerne aussi. Vous êtes des gens valeureux. Mais la cause est-elle juste? La cause pour laquelle vous avez porté un tenue de combat, de défense de la patrie, est-ce que c'est la cause béninoise? Est-ce que c'est la cause africaine? C'est des questions que vous devez vous prononcer, sur lesquelles vous devez vous prononcer. Et je suis convaincu d'une chose. J'ai fait distiller des phrases. Un autre dira, c'est un philosophe français. Il a vécu, il est né en 1905.
il n'a vécu que 44 ans. Mais regardez déjà ce qu'il disait. Il s'appelle Emmanuel Mounier. Le Dahomey, aujourd'hui Bénin, est le quartier latin de l'Afrique. Mais cet intellectualisme, fait de mesquinerie et de méchanceté, est de nature à enterrer le développement de ce pays. Ça fait très longtemps. Regardez la société d'aujourd'hui. Eh bien, c'est des gens qu'on peut appeler même des prophètes. Enfin, pour les citations, je voudrais parler du Premier ministre français actuel, M. Fillon. Et cette phrase doit résonner dans le cœur de chaque Béninois et de se poser la question. La coopération de l'Afrique avec le monde doit être basée sur cette philosophie de Fillon. Je cite, il parlait de son pays et des Américains. Il dit de la crise de Cuba à la première guerre en Irak, de la crise des euromissiles au 11 septembre 2001, la France ne s'est jamais départie de son amitié à l'égard du peuple américain. La France alliée, mais pas vassale. Fidèle mais insoumise, toujours fraternelle, mais jamais subordonnée. Voilà la nature de notre relation avec l'Amérique. Notre nation ne reçoit d'ordre de personne. Elle doit être libre de décider par elle-même et pour elle-même. Le Premier ministre Fillon, actuel de la France. Est-ce que chaque Béninois peut dire la même chose des relations du Bénin avec la France? Les nations de l'Afrique avec le monde extérieur, occidental et même asiatique. Les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mon livre Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale, défis africains et mondialisation, dont vous avez un exemplaire chacun, je vais aborder que la partie des défis. Aujourd'hui, le monde entier, y compris l'Afrique et le Bénin, sont confrontés à d'énormes problèmes. Mais j'ai identifié 5 qui seront l'objet de notre partage ce soir. Le premier défi, c'est le défi énergétique. Le défi énergétique est le premier défi. Le monde entier, il n'y a pas de pays qui ne soit confronté à ce problème. Et ce n'est pas par hasard. Si j'ai rencontré mon ami, le PDG Ribou, le français, qui aujourd'hui est un des leaders dans sa filière industrielle. Vous le connaissez. Il donnera en 3 minutes aussi un peu d'apport sur son expérience personnelle et ce qu'il faut faire pour que vraiment l'industrie décolle au Bénin. Parce qu'aucune science ne vaut la peine d'être explorée si elle n'est capable d'être appliquée à son environnement. D'ailleurs, ne dit-on pas science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, premier, l'énergie. J'ai l'habitude de dire que l'énergie est pour l'économie ce que la respiration est pour l'homme. Et je vous dis, de vous à moi, je suis un homme très ouvert, très franc, mais si je me trompe, je peux toujours me racheter. Si je me trompe, quelqu'un n'a qu'à me montrer le contraire. Le jour le plus triste de ma vie, par rapport à l'énergie, le jour le plus triste de ma vie, c'est le jour où le président de mon pays, Yahi Boni, Obasanjo, Faure Ekufuor, président du Ghana et du Togo, se sont réunis à la frontière du Nigeria pour, soi-disant, donner, je pense, 80 mégawatts d'électricité venant du Nigeria. Le Nigeria qui est dans le délestage chronique voulait donner 80 mégawatts à mon pays. J'étais malheureux. Je disais, mais qui a compris ce que j'ai compris? C'était le jour le plus triste. Le Bénin était aussi dans le délestage. Et je dis, mais voici ce que peuvent être les conséquences. Heureusement que ça a échoué. Heureusement que ça a échoué. Mais heureusement aussi que le gouvernement de mon pays a pris des mesures conservatoires que j'espère vont voir un peu leur fruit d'ici là.
Je m'explique. Si le Nigeria, notre voisin, le plus géant en population, d'ailleurs Patrick Olatunde, un économiste nigérien disait, il avait titré « Le Nigeria est un géant au pied d'argile ». Le Bénin devait chercher quelle est la partie du pied d'argile du Nigeria et voir comment en être le béquille. Vous voyez? Bon. Alors, dans ce contexte où le Nigeria pouvait nous tenir par l'énergie, si notre économie était basée sur une énergie venue entièrement du Nigeria, le développement de l'industrie, le développement de l'économie se serait habitué pendant des dizaines d'années et un jour, on peut nous en faire du chantage. Vous voyez la relation entre la Russie et l'Europe. Pendant l'hiver, ils coupent leur gaz. C'est un objet de chantage. Mais je dis, si ça marchait, mais mon pays, à un moment donné, pourrait entrer dans un chantage. Et c'est pourquoi, quand ça a échoué, j'étais content. Et le président Yaïboni a eu vraiment la vision de prendre en compte l'autonomie. Il ne s'agit plus d'avoir de l'autosuffisance énergétique, mais l'autosuffisance interne en matière de non-dépendance. C'est très capital. Et c'est pourquoi Aleglita traîne à décoller et ça me fait mal. Je pense qu'il y a 80 à 100 MW à Aleglita. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il faudrait que le président prenne son bâton de pèlerin pour voir ce qu'il faut faire pour que Aleglita décolle. Et moi, j'allais même proposer dans le cadre énergétique pour le Bénin. Et je l'ai dit devant vous, officiers, qu'il faudrait, pendant qu'on est en train de penser à la révision de la Constitution, qu'il soit mis dans la Constitution du Bénin. Il y a ce qu'on appelle PIP, le programme d'investissement public, qui est très important. Et que dans le programme d'investissement public de qui que ce soit, si tu es président pour 5 ans, chaque année, tu dois défendre devant le Parlement au moins 20 à 25% doit aller dans l'énergie et l'eau. C'est-à-dire du PIP afin de couvrir le Bénin d'eau et d'électricité jusqu'au confins. Là, il faut aussi prendre des mesures conservatoires pour qu'un gouvernement n'arrive pas et prenne les peuples en otage. C'est vrai, 25%. Mais tu peux investir ça dans une seule région. Là encore, il faut prendre l'équerre, diviser le pays.